Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous. Ici votre animatrice Lynn. Je suis une alcoolique en rétablissement. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons un membre de cette fraternité qui va nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Je te laisse la parole. Bonjour, mon nom est Nicolas, je suis un alcoolique. Moi, l'alcoolisme, je pensais pas pouvoir m'en sortir un jour. Il y a les moments que je vis maintenant, que je touche à des moments heureux, joyeux et libres, je pensais pas que c'était possible de vivre ça. Le fait que c'est une maladie, j'avais pas envisagé ça non plus. C'est quand je suis en thérapie puis dans les salles, quand j'ai ouvert le gros livre, que j'ai vu que c'est une maladie, que c'est une obsession mentale ou une allergie physique. Puis la compréhension de ça, le fait de voir ça, ça a changé ma perspective. Parce que moi, je pensais toujours pouvoir m'en sortir par ma force de volonté, mais jamais j'y suis parvenu, comme j'en parle un peu plus tard. Donc, pour dire un peu d'où je viens, moi, j'ai eu une belle enfance. Je suis né sur la Rive-Sud. Ni mon père ni ma mère étaient alcooliques. J'ai un frère aîné. Par contre, du côté de ma mère, il y a beaucoup d'artistes, puis quelques alcooliques. J'ai deux de mes oncles qui sont morts suite à l'alcoolisme. Puis, j'ai quand même eu un événement qui était difficile dans ma vie. À l'âge de 9 ans, ma mère est tombée malade puis est décédée. C'est quelque chose que j'ai pas accepté, en fait, que c'est un deuil que j'ai pas fait avant une trentaine d'années plus tard. Puis, parfois, je me suis demandé si c'est pour ça que je suis alcoolique. C'est parce que j'ai vécu ce drame-là. Après ça, je me suis demandé aussi, est-ce que c'est parce qu'il y a de l'alcoolisme dans ma famille puis c'est génétique? Puis, à un moment donné, j'avais entendu un partage des années plus tard, puis un vieux membre qui disait, ben, tu sais, c'est en forgeant que tu deviens forgeron, ben, c'est en buvant que tu deviens alcoolique. Fait que moi, j'ai souvent cherché pourquoi j'avais cette maladie-là, pourquoi j'étais alcoolique. Mais ultimement, c'est peut-être un peu toutes ces réponses, mais avec le temps, ça a perdu de son importance. Parce que dans le gros livre, nulle part, j'ai vu d'où venait ma maladie. Par contre, ce que j'ai lu, c'est qu'il vient un moment que j'ai franchi comme un point de non-retour. J'étais peut-être un buveur social, peut-être que je pouvais consommer régulièrement, puis que c'est correct, mais il y a une ligne rouge que j'ai franchie. En thérapie, il parlait de la courbe de Jelinek. Puis je l'ai expérimenté là, dans le temps de vouloir consommer différemment, de vouloir... Puis ça a jamais vraiment fonctionné. J'ai toujours été plus loin dans ma consommation. J'ai jamais parvenu avec toute la volonté du monde que j'avais, par ma propre volonté à moi, à arrêter de consommer. Donc, c'est sûr que j'en reviens à mon enfance. Là, moi, à l'âge de 9 ans, je me suis énormément fermé. Je suis tombé, même avant l'alcool. L'alcool a été une fuite pour moi. Mais avant ça, j'ai déjà commencé à fuir dans l'imaginaire de plein de manières possibles, là, dans les jeux et tout. J'étais pas comme vraiment quelqu'un de très, très social non plus. Je faisais beaucoup de sport, par contre. Je me défoulais là-dedans. Puis ça m'a aidé dans ma vie un temps. Puis à l'adolescence a été mes premiers contacts avec l'alcool, puis aussi la drogue. Puis moi, il y a eu quelque chose d'instantané dans le sens du bien-être que ça m'a apporté sur le mal de vivre que j'avais, le malaise social que j'avais. Puis, tu sais, rapidement dans les parties, moi, j'étais rendu à ma 3e consommation, puis mes amis étaient encore à leur première. T'sais, moi, ce buzz-là, je vais l'avoir recherché un peu toute ma vie jusqu'à temps que je rencontre Alcoolique Anonyme. Puis, c'est ça, je buvais rapidement, mais il fallait que j'atteigne ce bien-être-là, ce buzz-là, pour être bien.
Puis ça va aller en s'accentuant, ça va aller relativement vite. Moi, il y a aussi, j'ai d'autres qualités. Je suis pas juste un alcoolique, je suis également un toxicomane. Donc la drogue est rentrée dans ma vie aussi assez rapidement. Ça a d'abord été la marijuana. Je consommais beaucoup. Puis, tu sais, au début, bon, je buvais fin de semaine, puis comme j'ai dit, ça va en s'accentuant, tu sais. Puis moi, c'était vraiment, socialement, sans alcool, je freezais complètement. Puis, ben avec le temps, c'est ça. Ça commence les fins de semaine, puis ça va de plus en plus la semaine, etc., etc. Je vais pas finir mes études. Moi, je vais commencer à travailler, parce que mon but, c'est d'avoir du fun, tu sais. C'est de sortir puis de boire. C'est les seuls moments où je suis bien. J'ai pas vraiment nécessairement d'ambition, quoi que ce soit dans la vie. Je travaille pour avoir de l'argent pour consommer. Donc, je vais lâcher mes études puis je vais travailler. À l'âge de 23 ans, il va y avoir un événement qui va accélérer un peu les choses. Disons, moi et mon frère, on va hériter. Quand ma grand-mère décède, vu que ma mère est décédée, on va avoir un gros montant d'argent. Il va s'acheter une maison, puis moi, je vais partir sur une méchante dérape. Je vais absolument tout flamber, cet argent-là, en quelques mois. Je vais atteindre comme un premier bas fond. Puis là, à ce moment-là, il y a la cocaïne qui est rentrée dans ma vie aussi, fait que ça me permet de boire plus longtemps. Parce que moi, j'aimais pas ça, perdre le contrôle quand je buvais, fait que ça a été une solution pour pouvoir boire plus longtemps. Puis, ça va être, comme j'ai dit, ça va être mon premier bas fond où je vais appeler mon père. Mon père, parce que je vais vraiment pas bien, je vais l'appeler à l'aide à l'âge de 23 ans. Puis il va m'aider à trouver des ressources pour m'aider, parce que je vois bien que j'ai comme un problème de consommation. J'étais après comme complètement dépenser tout ce que j'ai, puis je me retrouve dans un état avec l'espèce de mort intérieure. J'étais jeune à ce moment-là. Je vais avoir été rencontrer un intervenant là, qui faisait de la médecine douce, là, c'est un ancien intervenant social, mais qui avait commencé la médecine douce, là, avec des granules puis tout. Ça, pour moi, il y avait des allures plus de charlatan qu'autre chose, mais bon, je suis pas resté là. Ensuite, j'ai été faire deux meetings. Puis il va se passer quelque chose, je vais entendre le mot Dieu. Puis là, je vais me dire, qu'est-ce que je fais là? Puis on va me dire, je vais comprendre, il faut que je reste avec vous autres jusqu'à un jour à la fois, jusqu'à la fin de mes jours. Puis ça va faire, c'est pas pour moi. À ce moment-là, faut dire, j'avais pas l'ouverture d'esprit nécessaire. J'avais encore bien du gaz à 23 ans, donc je suis retourné consommer. Par contre, je vais aussi, peu de temps après, je le sais que j'ai un problème, je vais commencer à aller à le centre de réadaptation des dépendances, qui c'est de l'Or Cormier à ce moment-là. Je vais faire beaucoup de suivi externe. Par contre, quand je rencontre des intervenants, j'ai pas vraiment d'honnêteté par rapport à ma consommation. À dire, je vais tout le temps comme mentir. Je vais tout le temps diminuer la consommation. Il n'y a aucune honnêteté. À ce moment-là, je suis quelqu'un, je suis manipulateur, ça coûte cher à consommer. Fait que, moi, je vole le monde qui ont confiance en moi. C'est plus facile. J'ai jamais aimé les efforts. Fait que c'est plus facile de voler le monde qui sont proches de toi et qui te trustent. Fait que je vais commencer à faire des dommages autour de moi dans ma vie. Puis, je suis quelqu'un d'extrêmement égoïste. Moi, l'altruisme est rentré dans ma vie, grosso modo, en même temps qu'alcoolique anonyme. J'ai jamais posé vraiment de gestes qui n'étaient pas dans mon intérêt ou qui n'étaient pas calculés. Donc, c'est ça. Là, la consommation, on s'entend qu'elle augmente. Moi, j'ai rendu toute la semaine. Je vais me retrouver un petit peu dans un cul-de-sac par rapport, j'ai juste des petites job-ins, j'ai rien vraiment qui m'intéresse. Par contre, là, je vais retourner à l'école au travers du chômage, puis faire un cours de monteur, tente et chapiteau. Puis là, je vais avoir un petit thrill. Je vais passer une période de 3 mois, 4 mois d'abstinence, mais je recommençais à consommer en côtoyant du monde qui consommait. J'étais là, je vais arrêter par mon propre power, sans aucun mode de vie, donc ça a pas duré. Parce que j'étais comme tout le temps sénère, j'étais pas bien, le mal de vivre prenait toute la place, puis comme vivre mes émotions abstinentes, j'y arrivais pas. Donc, parfois, ça commençait peu à peu, je vais juste fumer un joint, ça va me calmer, puis je recommençais à boire, puis je repartais ça à dérape, tu sais. Puis, c'est là aussi, quand je regarde avec recul mon parcours dans la consommation, tu sais, que quand on dit que c'est une maladie progressive, c'est que moi, ça a toujours été en empirant. Ça s'est jamais amélioré. Tu sais, ma consommation, ça s'est toujours augmenté. Il y a eu des périodes qui a eu un petit statu quo, là, mais ça a jamais duré, puis ça a toujours été pire et plus. Donc, à ce moment-là, c'est ça, je vais suivre ce cours-là, je vais me trouver un endroit, je vais commencer à faire une job payante et tout, je travaille pour un cirque, je vais voyager,
je vais avoir comme l'impression vraiment comme pour une première fois dans ma vie, j'ai une certaine ambition de réussir, puis je vais toucher à quelque chose. Je vais faire de l'argent, je vais rencontrer une fille au travers de la tournée et tout, puis je vais tomber en amour, avoir un enfant ensemble. Puis ça, pour moi, ça correspond à l'image du bonheur. T'sais. Moi, les plus beaux moments de ma vie à ce moment-là, c'est quand j'étais enfant puis que ma famille était réunie, mon père, ma mère, mon frère. Donc là, c'était pas avoir 4 chars, 8 tondeuses puis une grosse cour. Mon rêve, moi, c'était de retoucher à ça, cet amour-là du couple puis de la famille. T'sais. Puis là, je touchais à ça. Moi, la naissance de mon fils reste le plus beau moment de ma vie. Il y a eu des complications, il est né par césarienne, c'est moi qui l'ai accueilli, c'est moi qui l'ai pris dans mes bras, puis je m'en souviens comme hier, tu sais. Ça a été une montagne, j'ai un raz-de-marée d'émotions pour moi, tu sais, puis j'étais pas capable de dealer avec ça, c'était trop, tu sais. Puis le soir, après l'accouchement, nous autres, c'était pas prévu que ça se passe par césarienne. Donc là, on était 4 couples là, dans la même petite chambre, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, il fallait du linge parce qu'on était là pour quelques jours, là, le temps que la mère de mon fils récupère. Fait qu'elle m'a dit, retourne à la maison, puis tu dormiras là au lieu de dormir sur une chaise, puis tu reviendras demain. T'sais. Moi, quand je suis arrivé chez nous, la première chose que j'ai faite, c'est quoi? Je me suis acheté une caisse de bière, j'ai callé le dealer, puis il fallait que j'éteigne cette vague d'émotions-là que je n'étais pas capable de dealer avec. Puis dans plein d'autres événements de ma vie, ça va être comme ça. Tant pour les bons moments que les mauvais moments, la consommation va toujours être présente. T'sais. Puis elle va devenir peu à peu omniprésente dans ma vie. Puis c'est sûr que ça a été un certain sursis. La naissance de mon enfant, il y avait comme un certain bien-être, mais comme il y a une phrase dans le gros livre, il n'y a aucun être humain qui va pouvoir nous délivrer de notre alcoolisme. Puis c'est pas cet amour-là qui... Ça peut être une motivation, on s'entend, mais c'est pas ça qui va me délivrer de mon alcoolisme. Je suis très d'accord avec toi. On va s'arrêter pour une pause publicitaire, puis on va revenir tout de suite après. Merci. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, tiré aujourd'hui du gros livre, qu'on nomme le gros livre, mais le livre, c'est Alcoolique anonyme, que Nicolas nous a choisi. Une lecture que Nicolas nous a choisie et je vais vous en faire la lecture. Notre description de l'alcoolique, notre chapitre adressé aux agnostiques et le récit de nos aventures avant et après notre rétablissement font clairement ressortir les 3 grandes données qui nous concernent. A. Nous étions des alcooliques et nous ne savions plus conduire notre vie. B. Nous ne pouvions probablement compter sur aucune ressource humaine pour nous soulager de notre alcoolisme. Et C. Dieu pouvait et voulait le faire si nous cherchions à le rejoindre. Et voilà, aucun être humain ne pourra nous délivrer de notre alcoolisme. Et voilà. Je te cède la parole. Ouais. Donc, c'est ça, aucun être humain pourra nous délivrer de notre alcoolisme. Fait que c'est ni l'amour de la mère de mon fils, ni l'amour de mon fils qui était, comme j'ai dit, le plus beau moment de ma vie, sa naissance, va me délivrer de mon alcoolisme. Fait que j'ai été ses breaks un temps, mais ma consommation est repartie. Je m'étends pas sur toutes mes histoires de brosse, mais c'est sûr que moi, quand je partais plusieurs jours, je pouvais mentir. Dans ma relation de couple, souvent, des fois, je pouvais provoquer des chicanes pour pouvoir m'en aller puis aller au bar, etc., etc. J'ai eu vraiment, une vie de bohème, que ce soit quand je travaillais pour le cirque ou avant, après, ça a toujours été un peu ça. Moi, je voulais qu'il se passe de quoi, je me sentais vivant quand je partais à l'aventure, disons, puis la tournée des bars, je savais où ça commençait, je savais jamais où ça finissait. Donc, j'ai rarement fait de blackout. Il y a eu un moment, par contre, justement, là, quand je travaillais pour un cirque, on a une réunion d'équipe un matin, puis là, le boss de la tournée, il s'adresse à tout le monde, dit là, il parle à tous les techniciens, là, les gars, je vous demanderais de faire attention, là, hier, il
Il y en a un qui est tombé knock-out, trop sous, dans l'entrée de l'hôtel. C'est un hôtel 4 étoiles. Fait que là, puis en plus, il y avait son chandail de la compagnie sur le dos. Ça faudrait comme faire attention si vous partez sur la brosse, peut-être pas avec le chandail de la compagnie. T'sais. Je me reviens vers mon chef d'équipe, je dis, c'est qui le cave? C'est toi. J'ai absolument aucun souvenir de ça, je l'ai jamais cru, mais ça m'a marqué, mais pour moi, ça n'a pas été un signal d'alarme. T'sais. Puis j'en ai eu plein d'autres, des signaux comme ça, mais je les ai ignorés. Je suis retourné moi j'ai fait grosso modo 15 ans, là, comme j'ai dit, au Centre de réadaptation des dépendances, à faire des thérapies externes. J'ai été faire 2 désintox. Puis la première désintox, je l'ai faite parce que je voulais pas que ma femme me quitte. Parce qu'à consommer comme ça, comme je consommais, ça a créé des problèmes dans mon couple. Ça m'a créé aussi des problèmes à mon travail. Moi, au travail, j'ai commencé une collection, c'est-à-dire une collection d'avertissements disciplinaires parce que j'étais bon dans ce que je faisais, mais j'étais tout le temps scrap, j'étais tout le temps lendemain de veille. Puis je faisais un métier comme relativement dangereux. Je me suis retrouvé à 60 pieds dans les airs dans un chapiteau, me rendre compte que mon harnais n'était pas attaché parce que j'étais trop magané de la veille. Il y a plein de petites situations comme ça, des signes que j'aurais pu voir que j'ai perdu la maîtrise de ma vie, puis c'est l'alcool qui dirige ma vie. T'sais. Mais non, c'est correct, je vais réussir, je vais ralentir la consommation, je vais avoir la force d'âme nécessaire pour contrôler tout ça, puis j'y suis jamais parvenu. T'sais. J'ai arrêté plusieurs fois, là, des 1 mois, 2 mois, puis comme je l'ai mentionné plus tôt, mais j'étais jamais bien, puis je retournais consommer. Pourquoi? Parce que j'avais aucun mode de vie puis aucune puissance supérieure. Moi, ma consommation va m'amener à un divorce, va m'amener aussi à perdre mon emploi. Puis je vais me retrouver là, le bel appartement là, que j'avais avec la mère de mon fils. Là, je vais dans Hochelaga à ce moment-là, puis je vais m'en aller dans un 3,5. Puis là, au début, je suis content. Plus personne qui me fait chier. Je vais pouvoir consommer comme je l'entends. Tu sais. Fait que ça a été déjà que moi à ce moment-là je bois tous les jours, mais là ça commence de plus en plus de bonheur. Puis peu à peu aussi, tu sais, autant au début j'étais content, je faisais le party autant que je voulais, autant que mon argent me le permettait, autant qu'il y a un mal de vivre, les idées noires commencent à ce moment-là, parce que je vois comme un peu tu sais, veux pas l'alcool aussi c'est un dépresseur là, avec le temps à un moment donné tu deviens de plus en plus déprimé, puis moi les idées noires ont commencé à se frayer un chemin à ce moment-là, puis je vois mon échec professionnel aussi, mon échec de ma vie de famille. Puis tu sais, moi des fois j'ai mon fils les fins de semaine à ce moment-là, puis quand il est là je consomme, c'est ça, c'était pas vraiment un bel environnement pour lui. Tu sais, j'ai toujours joué avec lui, j'ai été là, mais d'une manière absente à cause que j'étais sur la consommation. Moi, à ce moment-là, l'important d'abord dans ma vie, c'est pas payer mon loyer, c'est pas payer Hydro, c'est consommer. Ce qui fait que je vais perdre mon appartement. Je vais passer d'un 3,5 à un 2,5 à un 1,5, puis je vais finir dans la rue. Avant, je disais, ultimement, j'ai comme tout perdu. Ce qui est pas tout à fait vrai, parce que j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de consommer, j'ai fait le choix de boire. J'ai fait le choix de boire mon appartement, de sniffer mes meubles, etc., etc. J'aurais pu demander de l'aide, je savais que les fraternités existaient, je savais que ça allait pas bien ma vie, mais comme une espèce d'orgueil ou de désespoir qui était un peu aller tout chier ou quoi que ce soit, là, face à la vie, une colère en même temps, qui a fait que c'est ça, que matériellement, toutes mes choses, je les ai perdues, à part quelques petites affaires que mon père a accepté mon frère aussi ont accepté de garder, des trucs familiales. Moi, j'ai appelé mon père à ce moment-là pour lui demander de l'aide. Mon père, il a toujours été là pour m'aider, tu sais. J'ai toujours étiré l'élastique le plus possible. Tu sais, dès que tu vas me donner de la bouffe, tu vas me donner un peu d'argent, ben je vais l'étirer l'élastique, puis je vais être capable de manipuler les gens, etc., etc. Puis tu sais, je suis son fils, fait qu'il m'aime, fait que c'est comme je peux l'étirer plus longtemps l'élastique. Mais mon père, à un moment donné, il a été consulté. C'est pas nécessairement à l'ANON, mais c'est au CRD, il y a un programme entourage. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec un enfant alcoolique toxicomane? Puis ils ont dit, monsieur, la meilleure manière de l'aider, c'est d'arrêter de l'aider. Parce que moi, mon père, quand il me donne un 20, un 50 ou de la bouffe ou whatever, en fait, il paye ma consommation. Tu sais. Si moi, j'ai pas l'argent pour payer mon loyer puis acheter de la nourriture pour moi ou pour mon fils, c'est parce que je l'ai consommé. C'est un choix que j'ai fait. Tu sais. Ce geste-là, puis quand mon père me dit sinon, je peux pas t'aider, Nicolas, il y a des ressources, mais tu sais, puis il avait repris la clé de la maison familiale et tout, parce que je volais quand j'allais là, tu sais.
Moi, je l'ai envoyé chier, j'ai dit t'es plus mon père, puis on s'est pas parlé pendant près de 2 ans, ni les autres membres de ma famille, tu sais. Mais maintenant, j'y en ai reparlé, là, peut-être 3 ans de ça, puis j'ai compris que ce geste-là de mon père, c'était un geste d'amour, puis que ça a été extrêmement difficile pour lui, tu sais. Parce que je suis son fils, il m'aime. Mais, tu sais, devant la débandade de ma vie, à un moment donné, lui, il est comme désemparé, tu sais, puis il voit bien que ça mène à rien. Quand il me donne un peu de sous, quoi que ce soit, ça va juste en empirant. Puis quand j'en ai reparlé, ben, tu sais, il avait les larmes aux yeux, puis il était pas capable de le dire, tu sais. Puis puisqu'il s'est remarié depuis, c'est sa femme qui me dit, oui, Nicolas, tu sais, ça a été extrêmement difficile de faire ça, tu sais. Mais c'est là qu'on était rendu. Puis si ça serait pas arrivé, moi, j'aurais pas atteint mon bas fond, puis je serais peut-être pas dans Alcoolique Anonyme aujourd'hui, je serais peut-être même pas encore vivant, tu sais. Donc, ce qui m'a amené à aller faire au début, il y a du monde qui m'ont hébergé. Je m'étais trouvé un nouveau travail. Je montais des tentes, des chapiteaux, mais au Québec pour une autre compagnie. Mais j'avais plus nulle part où aller. Il y a du monde qui m'ont hébergé un temps, des collègues de travail, mais à un moment donné, ça a fait le tour. Là. Tu sais, vu que je consommais, le monde voulait... J'étais pas ben un attrait là, quand je consommais. Donc, je me suis retrouvé avec plus nulle part où aller. Puis, comme j'ai dit, les idées noires ont fait leur chemin, puis l'idée de m'enlever la vie a commencé à être omniprésente. Puis mon boss, puis un collègue de travail, ils ont vu que j'allais pas bien. Mon boss m'a offert d'aller dormir au travail. Là, il y avait c'était un entrepôt où il y avait du bois puis des matériaux de tente. Fait que je dormais dans la cour, puis il m'a donné une liste aussi de ressources. Fait que c'est 2 semaines là que j'ai jamais été en retard, ces 2 semaines-là. J'étais toujours le premier arrivé. Faut dire que je dormais dehors. Puis c'était à la fin de l'hiver, faisait particulièrement froid. Puis je me suis trouvé une place à Oldbury Mission. J'ai fait un séjour de 3 mois là-bas. Ça m'a vraiment marqué parce que j'ai vu que je pouvais aller encore plus creux. Puis avec le recul, tu sais, je dirais le bas fond, là, tu peux le creuser autant que tu veux. Tu sais. En fait, où c'est que ça s'arrête, le bas fond, c'est quand tu meurs. Tu peux le creuser jusque-là. Tu sais. Moi, j'ai vu à Oldbury Mission énormément de souffrance. J'ai vu des affaires qui m'ont marqué. J'ai vu que je pouvais aller encore plus loin. J'ai été un peu plus loin dans mon malheur, dans ma souffrance. Mais c'est là que mon bas fond a commencé, disons. C'est à Oldbury Mission, avec aussi le divorce, la perte de ma job. C'est tous des événements qui se sont mis sur ma route pour que j'abdique à un moment donné. Ça a pris encore un peu de temps. En fait, j'ai passé 3 mois à Oldbury Mission. Je me suis trouvé un petit appartement à Laval, un 2,5 dans un sous-sol. J'avais pas de meubles, j'avais rien. J'étais pas capable de recevoir mon enfant parce que j'avais pas de lit. Parce que je travaillais, là, j'avais de l'argent qui rentrait. Mais encore une fois, entre acheter un lit et acheter de la consommation, boire, le choix était simple pour moi, je vais boire. Puis à un moment donné, quelques mois plus tard, la mère de mon fils était tannée, elle voulait avoir ses fins de semaine une fois de temps en temps, fait que c'est elle qui m'a amené un lit. Au début, je faisais attention de ne pas consommer quand il était là, mais je l'échappais tout le temps, puis je consommais. Tu sais, moi, mon fils, j'ai fait du tort à bien des manières, d'un certain sens. Tu sais, moi, je recule un peu dans le temps, mais quand j'étais en couple, quand j'étais avec sa mère, à un moment donné, nous autres, on avait un pot qu'on y mettait de l'argent là, pour lui, tu sais. Ben moi, quand j'étais cassé, j'avais pas une scène, je pigeais là-dedans, tu sais, pour pouvoir aller m'acheter pouvoir boire ou quoi que ce soit, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais dans sa chambre en train de le voler, tu sais. Puis là, il rentre dans la chambre, il y a 6 ans, puis il voit papa en train de voler de prendre son argent, tu sais. Ça l'a marqué, tu sais. Je me souviens, une semaine après, on est chez mon père, sa mère, sa grand-mère, puis tu sais, elle me donne un vin, tiens, c'est pour Mathéo. Ben lui, Mathéo, il me voit le prendre, tu sais, c'est à moi qu'elle le donne. Puis il dit non, il va le chercher, tu sais, donne pas ça à mon père, il va me le prendre, tu sais. Il avait compris, fait que la confiance était déjà plus là, puis je l'oubliais à la garderie parce que j'étais pass-out, parce que j'étais trop magané. Tu sais, il a commencé à avoir des chicanes aussi, tu sais, qui dans la maison, fait que, qui ont mené au divorce ultimement, là. Donc, à ce moment-là, je reviens, je suis dans mon 2,5. Je commence à être capable d'accueillir mon fils, mais il y a des fins de semaine que, justement, je suis pas capable de le nourrir. Tu sais, c'est pas l'argent qui manque, c'est que ça passe tout dans la consommation, tu sais. Puis, moi, c'est ça, mes premiers propos suicidaires, tu sais, je vais les tenir à mon ex-femme, qui, à ce moment-là, c'est plus un chantage émotif, mais... l'ambulance puis la police va venir chez nous, puis ils vont m'amener, je vais rencontrer un psychiatre le lendemain, je vais lui dire ce qu'il veut entendre, puis ils vont me laisser partir. Tu sais. Parce que j'ai aucune honnêteté, puis j'ai aucun désir sincère de m'en sortir à ce moment-là. On va s'arrêter pour une pause publicitaire, puis on va revenir pour la suite. Merci. Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne, mais j'étais incapable de me contrôler.
J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée... La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des AA, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafoi-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire, et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région aa87.org. Alors, on va continuer ton beau message, Nicolas. Donc, j'en étais dans mon bas-fond. Donc, ça, c'était les premiers épisodes de mon bas-fond. Puis, peu de temps après ce premier séjour-là en psychiatrie, mon ex-femme m'a appris qu'elle avait rencontré quelqu'un puis qu'elle aménageait avec elle. C'est comme si toute l'idée, l'image de mon échec de famille prenait toute une autre proportion, que ce gars-là, il allait prendre ma place de père, etc., tu sais. J'étais dans mon délire. Puis, c'est quelques mois après que... Moi, je me suis déjà passé à la corde au cou. J'ai déjà, tu sais, beaucoup de pensées suicidaires dans cette époque-là, mais c'est tout le temps je peux pas faire ça à mon fils, je peux pas comme détruire sa vie. T'sais. Mais après une brosse de 3 jours sans dormir, j'avais mélangé plein d'affaires. J'étais plus là. Puis la souffrance était plus forte que mon envie de vivre, tu sais. Puis la consommation, elle gelait plus rien, tu sais. Elle gelait plus ce mal de vivre là, tu sais. J'avais envoyé comme un message d'adieu, puis je m'en avais passé à l'acte, mais la police est arrivée chez nous juste avant. Mais ce moment-là, j'en parle, puis j'ai encore des frissons parce que c'est le seul moment de ma vie que j'en avais plus rien à foutre des dommages que j'allais faire à mon enfant si je m'ôtais la vie, tu sais. Puis le suicide, je tiens à le dire, tu sais, c'est une action permanente pour quelque chose de passager, tu sais, parce que ça passe. Moi, ça a passé ce moment-là, tu sais. Je suis tellement heureux que la police est arrivée chez nous puis que je suis encore vivant aujourd'hui. Parce que je me souviens, j'ai prié, pas prié, mais j'ai crié puis j'ai pleuré comme si ça m'est jamais arrivé dans ma vie, tu sais. Puis oui, j'ai comme prié aussi, peut-être en criant après Dieu, mais enfin, tu sais. Puis là, il va se passer quelque chose à ce moment-là. Moi, c'est le début d'un certain éveil. Puis ça va se passer avec l'ambulancier. Parce qu'il va me conter aussi, tu sais, je suis assis avec lui, puis il m'amène à l'hôpital, il va me demander un peu qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je lui parle de justement de ma femme qui a rencontré quelqu'un, que je vais perdre ma place de père, puis etc., toutes mes peurs. Puis il va me conter son histoire, tu sais, qu'il a vécu quelque chose de semblable, puis même pire, tu sais. Mais ce qui va se passer, c'est que moi, je vais m'identifier à lui. C'est un peu comme dans les premiers partages que je vais entendre dans Alcoolique Anonyme. Puis ce qui va faire qu'il va y avoir une ouverture d'esprit qui va se passer. Tu sais, moi, je vois ce moment-là, j'étais rendu à un point que j'avais comme une fracture de l'âme, fait qu'il y a une ouverture d'esprit qui a pu se faire. Tu sais. Puis ce monsieur-là va avoir été comme une main tendue pour moi. Tu sais. Puis le lendemain, quand justement je vais rencontrer le psychiatre, je vais être honnête pour une des premières fois de ma vie, mais vraiment honnête avec les mots que j'ai par contre à ce moment-là. Mais tu sais, par rapport à ma consommation, par rapport à ce que je ressens, puis etc., tu sais. Puis moi, je veux m'en prendre au chum de mon ex. Je le connais pas, mais c'est un écœurant. Tu sais. C'est un peu tout le mal de vivre que j'ai. Tu sais, moi, à ce moment-là, je considère que j'étais comme un mort-vivant. Pas capable de mourir, pas capable de vivre. Puis toute ma haine, toute ma souffrance, je vais la propulser sur ce gars-là, tu sais. Que je connais pas, que je sais pas c'est qui, tu sais. Maintenant, je dirais, tu sais, c'est quelqu'un de merveilleux, là, tu sais. C'est juste pour dire à quel point, là, tu sais, j'étais comme dans un voile de souffrance puis de ténèbres, tu sais. Suite à cette rencontre-là, avec le psychiatre, on va me guider vers des ressources à Laval. Je vais retourner comme au CRD de Laval, puis je vais aller faire un petit séjour à l'Oasis, qui est un endroit justement pour de transition, si vous voulez. C'est qu'il y a un encadrement avec des intervenants. Puis là-bas, on va me trouver justement un intervenant au CRD, puis je vais avoir une première rencontre avec lui. Puis je vais commencer à le voir 1 fois, 2 fois par semaine, à faire des ateliers, prévention de la rechute, les émotions, etc. Puis il va me suggérer d'aller faire une thérapie basée sur ces 12 étapes que je vais refuser au début. Je vais passer peut-être 1 mois, 2 mois abstinent, mais encore une fois, j'ai pas vraiment de mode de vie, fait que je suis pas bien, puis je retombe là, dans une brosse avec un autre délire.
Puis suite à ça, là, je partais après le chum de mon ex-femme. Puis au moment que moi j'habitais dans une cave, là, j'ouvre la porte, il fait noir tout le temps chez nous, là, même en plein jour. J'ouvre la porte, là, c'est le gros soleil, puis là, je pars, j'ai mon scénario, là, je m'en vais après lui. Là. Puis là, j'ai un moment de lucidité, puis ce fait-là, va te coucher. Je retourne me coucher, puis le lendemain, j'appelle, je dis OK, je vais y aller en thérapie. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Ce moment-là, c'est que moi, j'étais battu. Moi, j'y arrivais pas par ma propre volonté à m'en sortir, puis je dis, je suis prêt à essayer n'importe quoi, puis je vais y aller dans faire avec Dieu, puis les étapes, m'aller voir c'est quoi, parce qu'il y a rien qui fonctionne. J'ai essayé 36 000 affaires, il y a rien qui a fonctionné. T'sais. Puis personnellement, moi, c'est le meilleur move que j'ai fait de ma vie. T'sais. Moi, j'ai eu besoin d'une thérapie basée sur les étapes. Là-bas, une personne qui va parler de la première étape, une intervenante. Puis elle va compter un événement qui est avec son enfant. Elle laisse son enfant, genre de 2-3 ans, dans l'auto tout seul, à 30 degrés en plein été, puis elle s'en va chez son dealer acheter ses affaires. T'sais. Mais elle illustrait comme j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Là, mon enfant aurait pu mourir. T'sais. Moi, ce que je me suis dit, c'est voir qu'elle dit ça devant le monde. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que je me suis identifié à ça. T'sais, moi, j'ai déjà laissé mon enfant tout seul chez nous, puis aller m'acheter de la bière avant 11 heures ou peu importe. Puis après, l'affaire aussi, c'est que cette personne-là, c'était mon intervenante. Donc après, quand je me suis retrouvé dans son petit bureau avec elle, puis qu'on a commencé un peu à cheminer ensemble, le fait que je me suis identifié dans ce petit bout d'histoire-là qu'elle a rencontré, c'est que j'ai comme eu tendance à avoir confiance en elle. Un peu, c'est un peu la même chose qui s'était passé avec l'ambulancier. Donc, je vais tisser des liens là-bas, je vais faire comme quelques amis. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement social, mais je vais vivre bien des émotions. Moi, le deuil de ma mère avait déjà été fait beaucoup parce que, bon, je reviens un peu en arrière au CRD. Là, il y a une intervenante qui, au lieu de travailler sur ma consommation, a voulu travailler sur mes blessures. C'est la première fois que le mot acceptation est rentré dans ma vie, mais j'ai fait une mini 4 et 5, là, peut-être en thérapie, qui est pas exactement avec le gros livre, mais qui est très similaire. Il y a une chose qui s'est passée aussi, j'avais le droit à 10 appels téléphoniques. Je vais appeler mon père. Ça fait 2 ans que j'ai pas parlé. Puis je vais lui dire où j'en suis, je veux m'en sortir, puis je suis en thérapie. T'sais. Mon père va me dire une chose qui va me marquer. Il va me dire, je suis content d'entendre ça, Nicolas. Je te souhaite de faire les efforts qu'il faut parce que c'est une opportunité qui va peut-être pas se représenter. Moi, mon père, j'étais doué à l'école, là, mais il me dit, si tu ferais les efforts qu'il faut, tu irais loin, etc. Il va m'avoir dit ça des centaines de fois peut-être dans ma vie, puis je m'en suis toujours un peu calissé, façon de parler, mais cette fois-là, il y a quelque chose qui va se passer. Je vais avoir l'impression que pour moi, c'est comme la dernière chance, t'sais. Ce qui fait que ma thérapie, je vais vraiment faire les efforts qu'il faut. Dans la méthode, ils le disent, là, si vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut, ça va fonctionner. Moi, j'ai commencé mon rétablissement avec cette attitude-là. T'sais. C'est peut-être une des raisons pourquoi aussi ça a fonctionné. Puis l'autre explication, c'est quelque chose de plus grand que moi, une puissance supérieure. T'sais, même si j'étais réticent au début à dire le mot Dieu, en thérapie, je me suis rendu au bout de la phrase. T'sais. Un Dieu tel que je le conçois. Ça a fait son bout de chemin. C'est sûr, moi, j'ai prié ma mère au début tout simplement, puis avec le temps, ça a évolué, puis c'est devenu plus simple, en fait. En sortant de thérapie, à ce moment-là, je suis sur le bien-être social. Je fais 2 meetings par jour. J'en fais 7 jours semaine. Le seul moment que je suis bien au début, là, c'est quand je pars de chez nous pour marcher jusqu'à un meeting, quand je rentre dans un meeting, puis quand je marche que je reviens d'un meeting. Quand j'arrive chez moi, là, j'ai la difficulté. Là, moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Là, j'ouvre un livre, je lis 15 minutes, je suis plus capable, je le tasse. J'ai écouté la télé, 15 minutes, une demi-heure, je suis tanné, je m'en vais me marcher dehors. J'ai de la misère à m'endurer au départ. T'sais. Moi, les 30 premiers jours, là, le jeton de 30 jours, je trouve que c'est comme le jeton le plus débile mental à aller chercher. Je trouve ça extrêmement difficile, moi, les 30 premiers jours. Tu as le sevrage physique, comment que je vis mes émotions. T'sais, habituellement, ma solution, moi, c'est de consommer pour vivre ça. T'sais. Mais je fais du meeting, je prie, je lis. Moi, j'ai ouvert le gros livre au début, mais tu sais, c'est comme un peu des métaphores, des histoires. J'ai comme mis ça de côté. J'ai pogné le 12-12. C'était plus comme direct. Ça a fait mon affaire. Puis je me suis lancé là-dedans. Je parlais pas beaucoup aux gens, mais je me suis impliqué énormément au début. C'est ce qu'on m'avait suggéré. Au début, je me suis impliqué dans 3 meetings. Dans ma maison de thérapie, il y avait un meeting d'alcooliques anonymes. La personne qui animait, je l'ai entendu aussi partager en dehors. Puis, tu sais, je me suis vu dans son partage, tu sais. Puis là, on est peut-être rendu à 3 mois d'abstinence, mais je vais lui demander d'être mon parrain, tu sais. C'est drôle comment c'est arrivé, parce que j'avais 3-4 personnes en tête, tu sais. Puis le soir, je confie ça à Dieu, tu sais. Je prie, puis je mets la bonne personne sur mon chemin. Puis le lendemain, je m'en vais rencontrer mon psychiatre, là, vu que j'avais fait une tentative de suicide, j'avais un suivi.
Je m'en vais à l'hôpital le rencontrer, puis je le croise dans l'autobus, ce gars-là, ce membre-là. Puis il me demande, tu viens-tu au meeting à la maison de thérapie ce soir? Tu sais, je dis, j'ai juste assez d'argent pour aller à l'hôpital, puis donne un 5$, tu viendras. Tu sais. Le soir même, puis c'était lui que j'avais surtout en tête, mon intuition. Là, j'avais déjà des bribes d'intuition qui commençaient à monter à ce moment-là. Le soir même, j'ai demandé d'être mon parrain. Tu sais. On n'a pas nécessairement cheminé dans les étapes ensemble, mais à tous les moments que j'avais comme un moment difficile, que je l'appelais, il m'a toujours répondu. Tu sais. En parlant de ça, moi, la première personne que j'ai appelée, tu sais, c'est un membre qui avait puis un peu plus jeune que moi, qui avait 2 ans d'abstinence à ce moment-là. Tu sais, puis on avait parlé dans un café, puis je m'étais aussi identifié à lui. C'est la première personne que j'ai appelée, ça. À ce moment-là, j'avais peut-être 1 mois et demi, 2 mois, puis j'ai trouvé ça difficile à appeler. Tu sais, quand tu sais, je vais le déranger ou peu importe les raisons, mais je l'ai fait. Tu sais. Puis je me souviens juste que j'avais une envie de consommer. Je me souviens pas des détails, mais tu sais, je l'ai appelé puis ça a passé. Tu sais. C'est important d'appeler. Tu sais. Par après, je vais l'avoir fait à plusieurs reprises avec mon parrain. Tu sais, à un moment donné, j'ai été payer une dette de dope, puis là, je me retrouvais dans les mêmes circonstances de quand je consommais. Tu sais, je l'ai appelé, ça a passé. Je me suis retrouvé un autre job à un moment donné dans le domaine des tentes, mais maintenant j'en fabrique. Dans un 5-7, je me souviens, je regardais la bouteille de vin, puis là, j'étais comme complètement en obsession. Je suis sorti de là, je l'ai appelé. Tu sais, c'est tous des moments, il a toujours été là, il a toujours répondu, puis quand il me guidait comme par rapport au gros livre quand même, tu sais, tout le temps, tu sais, dans ses phrases. Donc c'est ça, lui, c'est quelqu'un qui s'impliquait beaucoup. J'ai suivi cet exemple-là. Je me suis trouvé un groupe d'attache. Peu à peu, j'ai comme arrêté de m'impliquer dans plein de meetings. J'en ai juste gardé un. Tu sais. Mais au début, dans les premiers mois, j'ai fait le café pendant 3-4 mois dans un meeting. J'ouvrais la salle avec la personne qui était en charge d'ouvrir la salle. Je donnais un coup de main. Puis au bout de 3-4 mois, cette personne-là, elle me dit... Nicolas, moi, je vais arrêter d'ouvrir la salle, puis je trouve, là, ça fait 3-4 mois, t'es là, puis t'es là tous les dimanches, tu sais, c'est un gars discipliné et responsable, ça te tenterait-tu d'ouvrir la salle, parce que moi, je vais arrêter. Je fais, ouais, OK, ouais, c'est bon, tu sais. Puis le soir, tu sais, je soupais chez mon père, parce que là, peu à peu, on a renoué, tu sais, mon père, quand il a vu que je me rétablissais, puis son attitude a changé, là, tu sais, lui, il retrouvait son enfant. J'ai dit ça, c'est ça, tu sais, papa, ils veulent que j'ouvre la salle, puis le gars, il dit que je suis discipliné puis responsable, tu sais. Mon père est parti à rire. Discipliné, responsable et Nicolas dans la même phrase, là, pour lui, ça tenait du miracle. Mais déjà là, le changement se produisait, tu sais. Puis moi, je voyais mon père, quand il m'entendait parler d'Alcooliques Anonymes et de ce que je vivais, tu sais, il y avait des larmes qui montaient aux yeux, tu sais, parce que moi, je me redevenais peu à peu moi-même, tu sais. C'est sûr, il y a eu des moments difficiles émotionnellement au début, là, tu sais. Déjà là, il y avait un début de changement. L'importance de parler, de s'impliquer. Mm-hmm. Merci, Nicolas. On va s'arrêter pour une nouvelle pause. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, on va terminer ton beau message. C'est le dernier segment. Tu peux y aller. Oui. Donc, l'implication, pour moi, a vraiment été super importante au début. C'est le groupe d'attache, l'accueil que j'ai eu dans Alcooliques Anonymes, ça m'a énormément touché. Au début, j'ai fait plusieurs fraternités, là, mais ce qui m'a marqué dans AA, c'est cet accueil-là. Tu sais. Puis quand j'ai commencé justement à ouvrir cette salle-là, faire les business meetings, tous les vieux membres, il y en avait des plus jeunes, là, mais il y a beaucoup de vieux membres. Cet accueil-là a été, pour moi, ça m'a touché. Tu sais. Puis souvent, on entend, tu sais, on va t'aimer jusqu'à temps que toi t'apprennes à t'aimer, tu sais, puis cette appartenance-là, cet amour-là, je l'ai senti, tu sais. Donc, il est arrivé un moment aussi, j'étais peut-être rendu à 4 mois d'abstinence, la RG de mon groupe, elle pouvait pas aller à la réunion de service, puis là, on était dans un business meeting, puis elle demande, y a-tu quelqu'un qui voudrait y aller à ma place, représenter le groupe, tu sais. Moi, j'ai levé ma main. J'ai levé ma main pour une seule et unique raison. Moi, je voulais savoir, la 7e tradition, le cash, c'est où, qui va. Car moi, j'ai pas confiance dans les êtres humains, tu sais, puis je suis sûr qu'il y a une gaffe en quelque part par rapport à l'argent, fait que je vais aller au bout de ça. Fait que là, pour moi, c'était une occasion d'aller voir, tu sais. Donc, j'y ai été, puis ça m'a marqué aussi, parce que
la réunion de district, les RSG, la transparence qu'il y avait là, puis le temps, puis la dévotion que ces gens donnaient au mouvement, ça m'a touché, tu sais. Puis un peu plus tard, moi, je vais aller faire... Mon parrain était très impliqué justement dans le service, puis je vais me lancer à 1 an et quelques d'abstinence dans un mandat de RSG, puis pendant 2 ans, on va faire le rassemblement provincial, l'ASTECA, le forum territorial, ils vont me traîner partout. Je vais vraiment toucher à quelque chose, tu sais. Un des plus beaux moments que j'ai vécu, c'est dans le service, c'était justement dans une réunion du comité régional. C'est qu'il y a un vote, je me souviens même plus sur quoi le vote, mais peu importe. Ils sont 27 à voter. Puis il y en a 4 qui votent contre la proposition. Tu sais. Puis là, il y a le 5e concept, je crois, qui est le droit à la minorité. Fait que là, il demande à tous ceux qui ont voté contre de s'exprimer. Tu sais. Puis il y en a un qui parle, justement, puis qui exprime son point de vue, puis qui dit pourquoi il a voté contre. Puis là, il y a une personne, après l'avoir entendu, qui dit « Ben moi, je redemande à changer mon vote. » Fait que là, il passe un vote, justement, c'est aux 2 tiers. Il faut qu'il vote aux 2 tiers juste pour avoir la possibilité de repasser le vote. Puis là, ça vote à l'unanimité contre la proposition. Mais j'ai trouvé ça tellement beau, cette comme démocratie-là vivante. On va écouter ceux qui sont pas d'accord avec nous autres. Puis tu sais, on va comme réfléchir, puis on a le droit de changer d'idée. Ce moment-là, moi, j'avais des frissons quand j'ai vu ça, puis quand j'en parle, j'ai encore ce feeling-là. Fait que ça a été une très belle expérience, ces 2 années-là de service. C'était dans la région 90 que j'étais à ce moment-là. Puis c'est rencontrer des gens, puis participer à des ateliers, puis de voir, quand on parle de la grandeur de AA, j'ai pu entrevoir un peu ça au travers du service. T'sais. Puis si je reviens un peu dans le temps, environ à 90 jours, 90 meetings, là, 3 mois de rétablissement, moi, il y a plein de mes amis de thérapie qui vont rechuter, là, ils vont atteindre le 3 mois. Peut-être qu'on se le fait beaucoup répéter là, en thérapie, puis après, 90 jours, 90 meetings, fait que là, t'es fait, t'as l'impression d'avoir accompli quelque chose. Oui, t'as accompli quelque chose, mais j'en reviens à ce que quelqu'un avec qui j'étais en thérapie avait dit à une intervenante, qu'est-ce que je fais après avoir fait 90 jours, 90 meetings? Elle dit, ben, t'en fais 90 autres. C'est juste pour dire, c'est un jour à la fois, puis c'est l'important, c'est fait du meeting, peu importe le nombre, là, tu sais. On s'entend que si tu fais 6-7 meetings par semaine, tu donnes plus de chances de te rétablir qu'une personne qui en fait un, là, mais surtout au début, disons. Mais donc, c'est ça m'a marqué de voir tout le monde, puis de rechuter comme ça. Tu sais, je pense qu'on est 2 seulement qu'on a fait notre thérapie qui sont encore abstinents 7 ans et quelques plus tard. Il y en a qui sont revenus, tu sais, mais c'est juste pour dire, tu sais, la grâce, tu sais, c'est quelque chose, mais c'est les efforts aussi à faire. Tu sais, il y a une partie que, tu sais, Dieu m'a ôté l'obsession. Tu sais, vraiment là, pour moi ça tient comme il y a un aspect de miracle, c'est ça, parce que moi j'étais pas capable de vivre sans penser à consommer. Fait que quand l'obsession est partie, c'est comme tellement juste wow, tu sais. Ça, c'est arrivé, tu sais, au travers d'efforts, mais au travers de la prière. Puis, tu sais, je peux pas dire exactement pourquoi ces gens-là ont rechuté, puis pourquoi moi, je suis encore abstinente. Mais pourquoi moi, je suis encore abstinente? Parce que j'ai comme le dit la méthode, t'es-tu prête à faire tout ce qu'il faut? Puis moi, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre, tu sais. Pour les demi-mesures ne nous ont rien donné. Tu sais, moi, la méthode, j'avais entendu une fille partager qui disait, tu sais, le texte de notre méthode, je te suggère, tu sais, de le lire à tous les jours. C'est une place que tu vas aller à tous les jours, c'est la salle de bain. Tu sais, mets ça en face de ta bol, puis tu vas l'avoir d'en face, puis lis ça à tous les jours. Tu sais. Moi, j'ai suivi son conseil. Tu sais, pendant 2 ans, je lisais ça à tous les matins. Tu sais. Puis le texte, il est encore au même endroit dans ma nouvelle salle de bain. Il est encore là, la même feuille légèrement délavée, puis je continue à le lire une fois de temps en temps. Tu sais, même chose avec le texte de l'acceptation. Le texte de l'acceptation à page 464. Ça m'a marqué en thérapie. Puis, tu sais, au début, j'avais pas de gros livre, fait que je l'avais copié, cette feuille-là, puis je l'ai lu pendant 2 ans, tu sais. Puis j'ai aussi commencé à faire ma 10e, moi, à tous les jours. J'avais pas commencé mes étapes, mais la 10e étape, ils avaient donné des exemples de 10e étape en thérapie, puis j'ai commencé à écrire ça, tu sais. Puis ça, c'est là que j'ai aussi commencé à être honnête avec moi-même, parce que quand j'écrivais, tu sais, comme quelles émotions que j'ai vécues, c'est quoi les bonnes choses, les mauvaises choses, peu importe, tu sais, au début, c'était difficile de trouver des choses bonnes que j'avais faites, mais tu sais, peu à peu, je me suis mis à me regarder avec honnêteté, puis quand j'étais tombé dans l'impatience, dans la colère, je le nommais, tu sais, fait que en nommant ces choses-là, ça m'a permis de les voir, puis de travailler dessus, puis de l'adresser dans mes prières, tu sais. Donc c'est ça, moi, peu à peu, je me suis trouvé un autre emploi, là, c'est ça, j'ai commencé à fabriquer des tentes, des chapiteaux à Montréal. J'ai retrouvé, tu sais, mon enfant, j'ai retrouvé la garde partagée. Je l'avais déjà, mais je le voyais moins quand je consommais. Peu à peu, je suis revenu à 2 fins de semaine sur 3. Tu sais, j'étais comme vraiment, je me réveillais. Moi, mon fils, des fois, tu sais, quand je consommais, là,
à 6-7 heures du matin, moi, j'allais me coucher, je laissais un bol de céréales. Il y avait comme 6-7 ans, tu sais, puis il aurait pu arriver plein de niaiseries, puis je le laissais à lui-même parce que j'étais trop scrap, tu sais, mais là, je suis comme présent, tu sais. J'ai toujours joué avec lui, tu sais, mais moi, j'étais un être comme extrêmement égoïste quand on jouait à beaucoup de jeux de société, moi et mon fils, mais quand on jouait à quelque chose, on jouait à ce que moi, je voulais, tu sais. C'est juste un petit détail, c'est que à un moment donné, je disais, Mathéo, à quoi ça te tente de jouer? Tu sais, commencer à considérer l'autre, ça a commencé à se produire dans mes 4, 5, 6 mois d'abstinence, tu sais. Puis il est arrivé un événement quand j'avais 11 mois. J'ai entendu un partage. Puis la date est particulière, c'est un 27 novembre. 27 novembre, c'est la date d'anniversaire de ma mère. Tu sais. Puis je vais entendre un partage qui est mon histoire. Ce partage-là va me bouleverser. Là. Tu sais, aussi que quand le gars il va reconduire son enfant ben scrap à l'école comme moi, sa mère était morte quand il était jeune, c'était hallucinant. Tu sais. Mais ce qui va me faire, c'est le seul partage qui m'a vraiment. Il y en a plein qui m'ont touché, qui m'ont ému, mais c'est le partage qui va me faire pleurer. Pourquoi? Parce que je me vois dans. Puis c'est toutes les blessures que j'ai par rapport à comment j'ai agi, comme par rapport à mon fils, le volé, l'oublier à la garderie, et j'en passe, tu sais. Puis là, ça va graffiner énormément. Tu sais. Puis c'est là que je dois sentir que, OK, ben, faut que j'aille faire le ménage. Parce que maintenant, tu sais, jusqu'à maintenant, je vivais beaucoup avec, tu sais, 1, 2, 3, la première, deuxième, troisième étape que je mettais du mieux que je pouvais dans ma vie. Puis après ça, je passais à 10, 11, 12. 12 de la manière que je pouvais, là, en faisant du service ou, tu sais, quand j'ouvrais la salle, je parlais avec des nouveaux. Pas tant que ça, mais un peu. Mais ce moment-là, je vais sentir qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'aille faire le ménage. Tu sais. Puis t'entends des partages, on te parle de 4e étape, on avait parlé en thérapie, puis j'avais été lire la 4e. J'avais aussi commencé à ce moment-là à faire des intensifs. Puis la première personne que j'avais appelée au téléphone là, quand je filais pas puis que j'avais eu une envie de consommer, là, un gars qui s'appelle Mathieu qui a répondu, ben je vais le recroiser là dans ces intensifs-là. Puis là, ça va vraiment comme cliquer moi puis lui. Puis dans son vécu, il y a beaucoup de choses qui s'apparentent aux miens. Puis il y avait des enfants aussi et tout ça. Puis fait que je vais lui demander, je vais vouloir faire mes étapes avec lui. T'sais. On va commencer. Lui, ils avaient déjà comme commencé. Puis on va se rendre à la 4e ensemble. Lui, il avait pas fini sa 4e. On va se tourner vers mon parrain qui va nous guider. Mon ami Mathieu, lui, il va arrêter sa 4 là. Moi, je vais continuer. Mon ami Mathieu, il va rechuter puis ça va me marquer cette rechute-là parce que j'étais comme extrêmement près de ce gars-là. C'est devenu un ami proche. Lui, ça va l'amener en prison. Tu sais, puis ça m'a marqué. La rechute, c'est dangereux. Tu sais, j'ai un autre ami là qui était comme un athlète professionnel là, un peu là, puis tu sais, lui il va rechuter puis il va finir en chaise roulante là, un peu comme à moitié paralysé. Tu sais, ça. Puis il y en a qui reviennent pas aussi. Tu sais, c'est la rechute, tu sais quand tu pars, mais tu sais pas si tu reviens. C'est extrêmement dangereux. Tu sais, de ce que j'ai été témoin. Tu sais, depuis que je connais Alcoolique Anonyme, j'ai pas rechuté. J'en suis bien content d'avoir cette grâce-là. Mais je suis vigilant, tu sais, puis je prends ça un jour à la fois. Je vais laisser un certain temps ma 4 de côté, puis je vais retourner beaucoup dans ma 3e étape. Puis je vais lire d'autres livres qu'Alcoolique Anonyme par rapport à la spiritualité, puis je vais développer justement ma propre conception de Dieu. Puis tu sais, une fois en parlant d'autres membres, en lisant des livres, puis je vais passer beaucoup de temps en prière, puis les choses vont se dénouer. Là, je vais aller à un congrès puis un atelier sur un gars qui donne un atelier sur la 4. Comme toutes les choses vont se placer, puis je vais finir ma 4e étape straight pipe d'un coup. Puis je vais faire ma 5 avec un être humain et avec Dieu. Fait que le ménage va se faire là. Tu sais, autant ma 4e en thérapie était comme une libération de hey, j'ai dit ça à un autre être humain, des choses que j'avais jamais avouées, que c'était de la libération d'un poids. Autant que cette 2e, 4e étape-là, qui a été faite avec le gros livre, dans la manière qu'Alcoolique Anonyme nous le suggère, que là, il y a comme un peu une compréhension de mes patterns. Tu sais. La personne que j'ai choisie pour faire ma 5e, c'est quelqu'un qui me connaissait. J'ai fait avec une femme de mon groupe d'attache, une membre qui avait 30 quelques années d'abstinence à ce moment-là, puis que j'avais déjà parlé de choses difficiles que j'avais vécues avec elle. Elle me connaissait, donc elle va me dire, tu sais, Nicolas, elle va me dire des choses sur moi quand on a fini la 5, tu sais, que moi, je n'aurais pas pu voir par moi-même. Tu sais. Des fois, c'est ça le bonheur de cheminer avec des gens puis que tu fais confiance, parce que c'est se montrer vulnérable. Puis ça, moi, j'étais tellement, et je le suis encore, tellement, moins maintenant, mais tellement réticent à montrer ma vulnérabilité, à faire confiance à un autre être humain. Mais sans cette vulnérabilité-là, les plus belles choses de la vie ne se produisent pas non plus, tu sais. Puis elle, les choses qu'elle m'a dit au travers de la 5, ça m'a énormément aidé. Puis comme j'ai dit tantôt, moi, j'aurais peut-être pas pu les voir par moi-même. Ça m'aurait pris plus de temps. Tu sais. Donc, j'ai continué dans la 6, la 7. Confier les défauts de caractère,
sais, moi, je les ai confiés par la prière, puis coudonc, il se passe rien, tu sais. Mais pour me rendre compte, avec le recul, puis je suis resté longtemps comme dans ces étapes-là, je le suis encore d'un certain sens, tu sais, c'est quelque chose que tu travailles toute ta vie. Mais je me suis rendu compte que, tu sais, Dieu va mettre sur mon chemin des événements du style qui vont me permettre de changer. Tu sais, que ce soit une histoire d'amour qui fonctionne pas, un conflit au travail, c'est tout le temps des opportunités. Tu sais, parce que quand l'événement extérieur du style arrive, tu sais, c'est comme l'émotion, elle arrive en une fraction de seconde. Tu sais. Puis j'ai le pas de recul ou tu sais, de fermer les yeux puis de prier, etc. C'est une occasion, moi, de confier justement mes défauts de caractère dans ces moments-là. Tu sais, ça m'a pris un certain temps à le comprendre. Puis je me rends compte qu'avec le temps, tu sais, ça devient plus inné chez moi d'être comme tempéré dans mes réactions. Puis mes réactions émotives sont beaucoup moins intenses. Puis je me rends compte que c'est comme ça que mes défauts de caractère, peu à peu, s'en aillent. Tu sais. Mais je dois être vigilant. Puis je peux toujours décider que mon ego revient puis je reprends le rêve. J'ai toujours cette possibilité-là, tu sais. De là on en revient à ça, le mode de vie, c'est un jour à la fois, tu sais. Moi, en fait, oui, on peut le faire, le travail des étapes, mais à un moment donné, il y a aussi un autre aspect qui est de vivre les étapes. Tu sais, la seule chose qui existe, c'est ici et maintenant, c'est le moment présent. Tu sais, hier n'est plus là, demain n'est pas encore là. Donc, à chaque jour, tu sais, moi, il me faut cette vigilance-là. Tu sais, puis il y a des moments, il y a eu des moments là, que j'ai arrêté de faire du meeting, j'en faisais juste 1 ou 2, j'en faisais moins, puis peu à peu, tu sais, l'ego reprend sa place. Où il y a un moment donné que j'ai rencontré une fille, puis c'est devenu ma puissance supérieure, tu sais, puis ça, tu sais, c'est le seul moment que j'avais comme choqué mon groupe d'attache pour être avec elle, tu sais, c'est des petits détails, mais peu à peu, ces choix-là m'ont amené à des moments difficiles, tu sais. Moi, j'ai plus de facilité de me retourner vers la spiritualité quand ça va mal, tu sais, de me retrouver vers ma puissance supérieure quand ça va pas bien, tu sais. Ce qui a été plus difficile par après, c'est quand ça allait bien, de me tourner vers ma puissance supérieure, tu sais, parce qu'il y a eu des moments, moi, que j'ai été comme submergé par que ce soit une relation affective ou une promotion au travail ou whatever, puis que là j'étais comme tellement heureux, j'ai eu des par moments des flashs de consommer là, tu sais, pour tempérer mon trop d'émotions, tu sais, mais c'est jamais resté, ça a jamais viré à l'obsession, mais je trouve ça plus subtil quand justement c'est une vague d'émotions de bonheur, tu sais, que dans les dernières années, c'est beaucoup ça que j'ai appris, tu sais. Moi, il m'est arrivé des super beaux événements professionnellement, puis c'est beaucoup lié à mon parcours dans Alcoolique Anonyme, tu sais, puis c'est parce que je me rétablis, parce que je suis responsable, que ces opportunités-là se sont présentées. Tu sais, j'ai retrouvé la garde partagée de mon enfant. On m'a offert un appartement à Montréal. Habituellement, un propriétaire veut se débarrasser de moi, tu sais, mais là, par rapport au choix que je fais dans le rétablissement, toutes ces belles promesses-là se rétablissent, tu sais, se réalisent, puis j'ai été comme réparer mes torts, faire les amendes honorables, c'était quelque chose, tu sais. Mais je touche aux promesses, puis je touche à beaucoup de moments heureux, joyeux et libres maintenant dans ma vie. Tu sais. Puis c'est grâce à Alcoolique Anonyme, à ma puissance supérieure, puis au fait que je prends pas mon rétablissement pour acquis. Tu sais, moi, je compare souvent que le rétablissement, c'est comme une histoire d'amour. Si je le prends pour acquis, il y a bien des chances qu'il me quitte. Alors, c'est le travail de toute une vie. Oui. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton beau message. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Nicolas, notre invité, les auditeurs, l'équipe, Patrick au son, collaborateur radiodiffuseur. Ici, votre animatrice Lynn. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.